chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, amoureux d'un livre mille idées, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qui aujourd'hui va vous parler d'un livre très intéressant, comme ça a toujours été le cas. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur un livre qui a pour intitulé Pourquoi sommes-nous Africains si pauvres? Une question qui soulève beaucoup d'autres sous-questions, une question qui revient le plus souvent. Pourquoi nous, Africains, sommes-nous pauvres? Eh bien, ce livre nous a été proposé par Monsieur Jean-Paul Tamboué. Et Monsieur Jean-Paul Tamboué est énormément de choses. Il est détenteur d'un diplôme en philosophie et sciences de l'éducation, un autre diplôme en théologie, une licence en management finance et une licence en sociologie. Nous avons le réel plaisir de pouvoir partager avec lui autour de ce livre. Monsieur Jean-Paul, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Marc, merci beaucoup. Nous sommes très contents de pouvoir vous accueillir aujourd'hui et ainsi parler du livre Pourquoi sommes-nous Africains si pauvres? Alors la toute première question, c'est celle de savoir d'où est venue l'idée de constituer le titre de ce livre Pourquoi sommes-nous Africains si pauvres? Parce que pour la petite histoire, j'ai donné le livre à un ami qui l'a lu et tout de suite il a dit ah le titre pourquoi? Il dit pourquoi nous les Africains nous sommes pauvres? Il dit ah mais ça c'est vraiment frappant et d'où est venue cette idée-là de pouvoir se dire le titre c'est Pourquoi sommes-nous Africains pauvres? Oui, tout est parti d'abord du période quand j'étais au Rwanda. Ok. Il arrivait des fois, des soirs, l'économe ou le directeur de la maison nous disait écoutez, nous sommes des privilégiés. Regardez, nous mangeons les matins et les repas, à midi et repas, les soirs et un autre. Nous sommes des privilégiés, mais les autres sont tellement pauvres. Ils ne mangent pas comme nous, ils n'ont pas les petits déjeuners comme nous. Alors, à partir de ce moment-là, c'est déjà une réflexion qui commence. Alors, quand j'ai fréquenté l'université catholique, au Rwanda toujours, alors, nous avions un cours intitulé Les grands problèmes du tiers-monde. Dans ces cours, le professeur Joseph nous a fait voir, écoutez, nous appartenions au bloc du tiers-monde. Mais à une période donnée, on nous a situés dans la série des pays pauvres. Pays en voie de développement d'abord, PVD, pays en voie de développement. Mais par la suite, il a dit, écoutez, actuellement, nous sommes situés dans les pays pauvres très endettés. Je me suis dit, mais finalement, c'est quoi ça? On est pauvre, à cette pauvreté est couplé les endettements. Bien à partir de ce moment-là, j'ai commencé à réfléchir. Là, c'était au Rwanda. Quand je suis arrivé au Burundi, j'ai constaté la même situation. J'ai croisé des gens vraiment pauvres. Manger, c'était difficile. Dormir, difficile. Et même, je crois, se loger difficilement. Du Burundi, je suis passé par l'Ouganda. Toujours avec un œil attentif pour voir un peu comment se présente la situation-là. Alors par là, j'ai croisé encore d'autres gens, largement pauvres. À un moment donné, je suis allé à l'Éthiopie, à Addis Abeba. Là aussi, on essaie un peu de côtoyer des faubourgs d'Addis Abeba. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait encore énormément de pauvres. Je suis passé par l'Afrique du Sud aussi. J'ai fait le même constat. À Madagascar, le même constat. Mais je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi il y a tellement de blocages chez nous autres? Ce qui m'avait aussi chagriné un peu, j'étais de passage une fois en Allemagne, à Munich. En attente du vol Munich-Paris, j'ai constaté là, dans les halls, il y avait des photos des enfants africains. Et là, en anglais, en allemand, j'ai essayé un peu de lire en anglais. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une collecte de fonds pour les pauvres enfants zimbabwéens. Oh là. Je me suis dit, mais jusqu'ici, on collecte les fonds pour nous, mais qu'est-ce qui n'a jamais marché? Alors, à partir de là, j'essaie un peu d'y réfléchir, d'approfondir la question, en me disant, mais pourquoi pas ne pas se poser cette question de manière ouverte et les réponses, les mettre dans un... Voilà, vraiment intéressant. Alors, lorsqu'on commence à lire le livre, on se rend compte que l'ouvrage explore de racines historiques qui sont liées à l'évolution du continent africain. Notamment, il y a des grandes notions telles que la traite négrière, il y a la colonisation. Est-ce que ces notions, on peut dire, moi j'ai quand même lu le livre pour nos amis téléspectateurs et auditeurs, est-ce que on peut dire qu'il y a une sorte de répercussion ou de conséquences dues
à la traite négrière ou à la colonisation qui continue à maintenir notre continent dans une sorte de sous-développement ou dans cette pauvreté qui s'est perpétue. Ok, les deux moments historiques là Mhm. ont eu des impacts, moi Mhm. j'appellerais dévastateurs, sur les mentales de l'Africain. Prenons la traite négrière. Mhm. Cet homme africain qui au départ, il avait quand même une organisation socio-économique. Oui. Mais quand on a commencé avec la traite, ça a tout bousculé. Et cet homme qui était un peu stable mentalement s'est vu foudroyé dans son mental parce que désormais il s'est vu comme une marchandise à vendre. À partir de ce moment-là, il a développé un certain complexe des races inférieures. Il s'est dit, mais moi, je ne suis bon à rien. Je suis traqué. Alors, de ces complexes-là, ça c'est le premier contact. Mhm. Par la suite, avec la colonisation qui a renforcé encore ces complexes, Ouais. on lui a fait voir qu'écoutez, la société est mal organisée, mal structurée. Nous venons encore t'aider à faire mieux. Alors, le complexe est renforcé. Ok. Ce qui fait que vis-à-vis de l'autre peau, des couleurs, l'homme noir se reproche toujours, se dit, bon, moi, qu'est-ce que je peux apporter? Oh, il y a toujours des choses à apporter. Ces deux Exactement. moments ont marqué négativement l'homme noir. Mhm. Mais la colonisation, on peut retenir aussi les aspects positifs Mhm. qui ont fait que l'homme noir, quand même en contact avec l'homme blanc qui est venu pour les coloniser, il a pu quand même bénéficier de certains points pour l'élever un peu plus, Ouais. apprendre un peu plus. Ok. Ah oui. Et est-ce que vous pouvez nous citer parmi les éléments de la colonisation qui ont permis peut-être un ou deux, trois aspects comme ça pour partager avec nos amis téléspectateurs auditeurs, des éléments qui ont pu essayer de renchérir un peu le mental de l'homme africain, d'essayer de l'élever d'un point A vers un... Un point B. Oui. Alors, prenons le cas de la scolarisation. Mhm. Il a pu accéder à une école organisée, structurée, à un savoir quand même bien organisé, bien structuré, qui lui a permis quand même de comprendre certains éléments. Oui. L'accès aux soins médicaux, les colonisateurs, quand ils sont arrivés, ils lui ont montré, écoutez, au lieu de rester au niveau des soins primaires, tu t'es soigné avec des racines, Oui. des feuilles. Regardez, il y a quand même des compromis. Tu peux accéder quand même à un certain niveau des soins médicaux. L'accouchement tel que vous le faisiez dans vos petites maternités, si je peux l'appeler comme ça. Mais Oui. tu peux maintenant accéder à certains soins appropriés où ta santé sera préservée, protégée. Voilà. Les deux éléments-là qui ont permis quand même à l'homme noir de s'émanciper sur certains aspects. Donc tout n'était pas à rejeter. Et parlant de la traite négrière, moi Oui. qu'on revienne un peu là-dessus, est-ce que, parce que le livre il met en lumière vraiment cette étape-là que le continent y a traversé, est-ce qu'on peut dire que il y a eu deux causes africaines qui ont permis à ce que cette traite négrière-là puisse s'épanouir davantage ou qu'elle puisse profiter davantage aux autres peuples qui venaient pour Ok. l'achat et la revente de ces esclaves-là. Quand vous regardez un peu la manière dont les chefs coutumiers regardaient leurs sujets, ils les regardaient comme des sujets qui devaient se soumettre. Il y avait ce que j'ai appelé dans les livres une certaine relativisation de l'être humain. Au lieu de les regarder dans sa valeur absolue, on les regarde dans sa valeur relative. C'est en les regardant dans sa valeur relative, les rois se permettaient de dire, écoutez, ces gens ici, je peux les vendre, je peux faire d'eux ce que je veux. Alors, cette façon de regarder l'homme par les chefs coutumiers, les chefs des villages, a permis à ce que cet homme-là soit vite vu comme la marchandise à vendre et à livrer facilement. Alors ça, c'est un aspect. C'était des sujets, on pouvait faire d'eux comme on voulait. Alors ça facilitait l'éclosion de ces commerces-là, la floraison de ces commerces, cette dimension-là. Ils ont trouvé un terrain agréable. Même les habits qu'ils amenaient, ils pouvaient dire, écoutez, on vous donne 10 kilos d'habits, vous nous vendez 5 sujets. Et ça passait. Oui. Cette vision-là, qui était un peu relative, a facilité la vendeuse. Il y a un musicien connu de plusieurs personnes, un reggaeman, Bob Marley, qui dans une de ses chansons a dit si vous ne savez pas d'où vous venez, vous ne connaissez pas votre histoire, ça va être compliqué de savoir vous projeter dans le futur. Et au-delà de faits, d'ailleurs dans les livres il y a de faits, il y a de chiffres qui sont présentés. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le continent souffre encore de séquelles de la traite, de la colonisation,
qui se manifestent aujourd'hui, qui font que, à un certain moment, on ne sait pas vraiment correctement s'épanouir. On a comme l'impression de faire face à nos démons de la colonisation et de la traite négrière. Oui, parce que jusque-là, quand vous regardez, nous avons l'impression que les meilleurs est ailleurs. Mm. Et quand les autres viennent, nous avons l'impression que c'est eux qui nous amènent les meilleurs que nous recherchons. Ouais. Vous comprenez? Mhm. Voilà. Alors, ça fait que dans nos rapports avec eux, il y a un certain complexe d'infériorité Ouais. qui est là. Ce complexe-là, ça se justifie. On voit même les universités. On a tendance à croire que les meilleures universités, C'est les ça. meilleurs centres de formation sont ailleurs. Ouais. Les meilleurs hôpitaux sont ailleurs. Alors, ça fait que ça développe toujours cette relation-là de manière déséquilibrée. Ça part. Et on souffre de ce complexe. Et on se dit, mais qu'est-ce que nous pouvons apporter? Est-ce que nous avons quelque chose à leur apporter ou bien nous sommes dans une position où nous sommes beaucoup plus consommateurs que producteurs des produits qu'eux aussi peuvent consommer? Or, si nous nous concentrons, si nous nous regardons autrement, on peut se dire que, hélas, nous aussi, nous pouvons apporter quelque chose à ces grands rendez-vous. Avec la mondialisation actuellement, on peut aussi apporter. Et si on entre dans le livre, à la page 36, vous parlez de l'école, il y a un Camerounais qui a eu à faire un article où il commentait la guerre de l'opium qu'il y a eu entre la Chine et l'Angleterre. Et lui, dans sa réflexion, il a dit que la Chine est restée assez fermée pendant cette guerre-là de l'opium avec l'Angleterre parce qu'il ne voulait pas recevoir d'autres produits venant d'ailleurs pour éviter que son peuple soit assujetti. Et donc, lorsqu'il y a eu l'opium, évidemment, que ça a beaucoup perturbé l'économie chinoise. Et lui, dans sa petite conclusion, il a dit que si on veut détruire un peuple, on veut détruire une nation, il y a certains éléments qu'on peut facilement introduire. Parmi ces éléments, c'est ce qui a retenu beaucoup mon attention, il a pris l'école. Okay. Il a dit, si on veut parfois même détruire un peuple, il faut passer par l'école. La deuxième des choses, il a dit les églises, les institutions religieuses. La troisième des choses, il a dit, là c'est la distraction, donc le divertissement, la musique, film, etc. La quatrième des choses, c'est l'alcool, les bières et tout ce qui entre en cause. Et on voit depuis un moment qu'il se développe une sorte de culture d'abandon d'école. On voit de motivateurs sur les réseaux sociaux notamment qui disent aux jeunes, ben, ça ne sert plus à grand chose d'aller à l'école, de faire ceci, cela. Vous, en tant qu'éducateur, parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs, aux auditeurs que vous êtes aussi enseignant, vous enseignez dans des institutions universitaires. Vous, en tant que spécialiste de la sociologie de l'éducation, vous, en tant que philosophe, est-ce que vous pensez que en Afrique, l'école peut être une base qui peut faire en sorte qu'on puisse développer notre continent, étant donné que cette école est venue d'ailleurs avec tous les préjugés possibles qu'on peut accorder à cette institution-là? En soi, l'école ne peut pas être abandonnée. Parce que c'est en allant à l'école qu'on chasse l'ignorance. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Okay. Hein? Sans aller à l'école, nous resterons ignorants sur pas mal de points. L'école garde sa place. L'école chasse l'obscurantisme dans nos cerveaux. Ouais. L'école nous ouvre à certaines lumières. On découvre. C'est en étant à l'école qu'on découvre certaines vérités. Ouais. En étant à l'école, on découvre certaines techniques. C'est en étant à l'école qu'on peut trouver un chemin par lequel passer et avancer. L'école garde tout son pesant d'œuvre. L'école garde sa place. Mais il faudrait que cette école nous aide à réfléchir. C'est très important. Okay. À l'école, on va chasser les nuances en apprenant à écrire, à lire, à compter. Il faut même maintenant, l'école doit nous pousser à la réflexion. Une école qui ne pousse pas à la réflexion peut être un blocage. Oui. On est là pour chasser l'ignorance et aussi pour réfléchir. L'école est là, à sa place, garde toute sa place. Mais il faudrait que les programmes soient adaptés à nos réalités. Pas calqués au modèle occidental, mais que ce soit calqué à nos réalités pour pouvoir donner des réponses à nos réalités qui nous attendent. Parce que si, en tant qu'évolué, si on peut dire comme ça, on a fréquenté pendant 10, 12 ans l'école, on ne parvient pas à donner des réponses à la question comme la faim, à la question de l'eau, de l'électricité. Mais à quoi ça sert l'école? À quoi ça sert l'école?
comment nous nourrir. Si en passant à l'école, on a passé 12 ans, on ne parvient pas à répondre à toutes ces questions élémentaires, alors la place de l'école se pose encore la question. Il y a, Monsieur Jean-Paul, il y a un sociologue comme vous, le professeur Émile Bogheli, qui est ato, qui a écrit une réflexion en fait, sociologique et philosophique qui est aussi assez satirique. Déjà, le titre il est satirique parce qu'il se pose une question, il dit l'éducation en RDC, est-ce la fabrique des cerveaux inutiles? Au bout, lorsqu'il arrive vers la fin de son livre, il dit mais il y a tellement de carences, et c'est là que vous vous rejoignez d'ailleurs, il parle d'un manque, c'est ce que d'ailleurs vous aussi vous avez dit dans votre livre, le manque ou la carence d'hommes honnêtes qui fait que on maintienne notre pays, nos pays africains dans la pauvreté. Lui d'ailleurs, il a dit que cette carence d'hommes honnêtes fait en sorte que chaque fois qu'on voudrait restructurer l'école à notre modèle, on ne sait pas y arriver parce qu'il y a cette carence-là d'hommes honnêtes et on continue à fabriquer des cerveaux inutiles, des gens qui ne vont pas changer notre pays. Quand vous parlez de la carence d'hommes honnêtes, à quoi est-ce que vous voulez faire allusion exactement? Est-ce que vous pouvez donner plus d'éclaircissements comme ça? Nos amis Ok, téléspectateurs, auditeurs vont comprendre quelque chose. il ne se passe pas 2, 3 mois dans ce pays sans qu'on apprenne qu'il y a eu un détournement des deniers publics. Ça, c'est un niveau élevé. Bon, redescendons un peu dans les petits projets quotidiens, où on est à 2, 3, on monte un petit projet générateur des revenus. Nous sommes ABC, on confie la gestion à C. À coup sûr, ça n'ira pas loin. L'un de ces trois finira par détourner. Vous confiez la caisse à X, Y, dites écoutez, ça c'est une personne de confiance. Mais cette histoire, après 6 mois, vous allez apprendre qu'on a détourné de l'argent. Dans des écoles, j'ai fait l'expérience. Vous confiez la caisse à un préfet, à un directeur de l'école primaire. Sachez bien que c'est un grand risque que vous avez pris. Parce que ça finira par partir. Vous montez un petit business. Moi, j'avais un petit hôtel. Oui. Mais sur 6 ans, j'ai chassé 7 gérants. Et au finish, j'étais obligé de commencer à passer une nuit dans l'hôtel pour gérer. Et alors, cette limite fait que les Asiatiques sont en train de nous dépasser. Et si on ne fait pas attention, on ne se corrige pas, on ne s'améliore pas sur cette dimension de la malhonnêteté qui semble caractériser la plupart d'entre nous, ça fera que eux, leur force, c'est quoi? Ils parviennent à monter des gros projets ensemble, à être sérieux, à être honnêtes et à les gérer bien. Chacun d'eux sera gagnant. Okay. Mais pour nous autres, bon, il y a toujours un virus qui nous accompagne, cette faiblesse-là. Qui veut gagner plus? Qui veut détourner? Qui peut tripatouiller les comptes? Alors ça veut dire qu'on ne va pas aller loin. Et vous verrez que, si je ne me trompe pas, regardez sur la ville de Lumbashi, vous y passez régulièrement sans public. Quels sont les business qui sont beaucoup plus florissants? Les business asiatiques, indiens, chinois, pakistanais et autres. Et les nôtres sont où? Nous sommes en train d'être absents. C'est un facteur qui nous bloque, la malhonnêteté. La soif si prononcée de gagner vite, ça fait que les détournements sont réguliers et massifs. Et quand on détourne les projets, on tue les projets. Quand vous volez dans votre entreprise, vous tuez l'entreprise et vous vous tuez vous-même parce que cette entreprise fermera. Voilà le problème. L'un de nos blocages. Et aujourd'hui, avant, on entendait nos aînés dire que si les pays n'avaient pas évolué, la plupart des pays africains n'avaient pas évolué, particulièrement la RDC, c'est qu'avant, il y avait très peu d'intellectuels, très peu de gens formés. Aujourd'hui, il y a énormément de gens formés, de docteurs, de masters, de diplômés d'études approfondies, etc. Et aujourd'hui, on voit que la plupart de ceux qui gèrent les cabinets politiques sont des hommes instruits, pour la plupart des professeurs d'université, des docteurs en ceci, des spécialistes, chacun dans leur domaine. Et quelle est aujourd'hui la part des responsabilités des dirigeants africains face au maintien de notre pays dans cette pauvreté accrue? Chasser la pauvreté nécessite un plan, une vision, mobiliser les ressources financières, mettre les ressources humaines à leur place, avoir un budget, une planification rigoureuse et l'évaluer. Le problème de nous autres, nous avons énormément de diplômés,
Nous avons énormément de gens qui ont des titres académiques. Ça ne manque pas, comme vous venez de le souligner. Mais cette rigueur dans la gestion de la chose publique manque. La planification rigoureuse manque. Parce que si au sommet, ceux qui sont au sommet, ceux qui dirigent, qui touchent ces fonds publics-là, s'ils ne le font pas bien, ce sont des millions d'individus qui sont sacrifiés. C'est ça le problème qui est là. Alors, si on oublie cet aspect, il y a toujours, on évolue de mes gestions à mes gestions. Ça fait beaucoup d'années que ce sont ces intellectuels qui gèrent le pays. Des super diplômés qui sont venus des grandes universités. Et aussi, il y a l'aspect moralité. Un diplôme sans moralité, c'est une bavure. Il y a cette dimension-là. Les diplômes, c'est une chose. L'aspect moralité, les respects des biens communs, si seulement qu'on ne va pas avancer, c'est une poignée, une minorité qui va s'enrichir énormément au détriment de la majorité. C'est ça le cas de la plupart des pays. Et dans ce cas-là, par exemple, vous venez d'ailleurs de parler de la moralité, est-ce qu'il y a deux, trois pistes de solutions à proposer comme ça, par exemple, pour nous jeunes qui écoutons, qui suivons, qui lisons, qui écoutons tout ce qui s'est dit, quelles sont ces petites pistes à donner comme ça qui font faire en sorte que nous qui sommes jeunes puissions nous interroger sur où est-ce que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'avenir de notre pays. L'amélioration de ces pays passera d'abord par certaines étapes. Moi, je dirais d'abord, ça passera par une certaine pédagogie. Éducation financière, d'abord. Notre rapport à l'argent est des fois un peu biaisé. Parce que si nous posons la question, quelqu'un qui se retrouve aujourd'hui au sommet de l'État, à un niveau donné de responsabilité, est-ce qu'a-t-il été bien éduqué quant à la gestion des fonds? Est-ce que dans sa tête, y a-t-il des notions de budget? Y a-t-il des notions de la planification? Parce que si réellement nous voulons quitter cette pauvreté, ça ne sera pas avec un bâton magique. Il faut de la rigueur, il faut un sacrifice, une génération qui doit se sacrifier. Il faut la planification. Ça ne sera pas par hasard. Il faut la planification rigoureuse, appuyée par un plan d'action rigoureux qui sera suivi, évalué. C'est très important. Quant à la jeunesse, cette jeunesse-là qui aujourd'hui peut sembler trouver normal le détournement des fonds, quand il y a l'impunité, cette jeunesse se dit, écoutez, donc c'est normal de voler $1 million sans être puni. C'est normal de détourner $50 000 sans être puni. Alors l'impunité est en train de vicier la mentalité chez les jeunes. Alors cette jeunesse-là, moi je dirais ceci, il faut quand même qu'il y ait une éducation financière. Comprendre comment est-ce qu'on doit gérer cet argent. Si nous voulons aller de l'avant, d'abord comme futur responsable d'une famille, si tu n'es pas bien éduqué, tu n'as pas une éducation financière solide, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que cette éducation financière qui te permettra de comprendre comment l'argent se gagne, comment l'argent se gère, comment l'argent s'épargne, comment l'argent s'investit. En dehors de ça, il y a une autre dimension pour nous Africains qui nécessite quand même une attention particulière, le planning familial. Une famille, la taille des familles mal maîtrisée, non contrôlée, nous maintiendra dans la pauvreté. Aujourd'hui, on peut se permettre de dire, écoutez, nous devons passer de la grande famille à la moyenne famille. Subir ce que moi je peux appeler la transition démographique africaine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les citoyens du XXe siècle, s'ils veulent bien vivre, ils doivent bien planifier. Sinon, la pauvreté va se perpétuer. L'homme, l'Européen du XVIIIe siècle, avait 12, 13 enfants, mais celui du XXIe siècle a combien? Ah, attention, c'est le XXIe siècle qui nous exige d'être rationnels, de faire des choix rationnels, de rationaliser nos dépenses, de rationaliser la taille de notre famille future. Et que dites-vous à ces jeunes, à cette jeunesse, qui parfois se lancent dans de petites actions? Par exemple, ils peuvent commencer, se disent, tiens, tous les samedis matins, on va commencer à ranger dans notre avenue, nos rues, etc. Un mois, une semaine après le début, ils reçoivent des critiques. Dit-il, est-ce que c'est vous qui allez changer ces pays? Il y a énormément de jeunes qui ont vu des rêves brisés comme ça.
qui se sont arrêtés parce qu'ils ont entendu de la critique de cette façon-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui parfois se font face à de tels obstacles comme ça, ils veulent abandonner tout de suite, ils se disent bon, d'après tout, ça ne sert plus à rien d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là qui se désolidarisent un peu de la nation et se disent bon, d'après tout, qui va changer ce pays? Ça, c'est tomber dans le pessimisme. Regarde, si on baisse déjà les bras, on se dit que les changements ne seront pas possibles. Alors là, on se condamne à une pauvreté perpétuelle. Ces jeunes-là qui commencent, c'est-à-dire ils ont découvert ce que j'appelle la pauvreté environnementale. Leur environnement est sale Ouais. et pollué. Changeons-le quand même. Se disent, écoutez, on ne veut pas rester esclave de la saleté, esclave d'un environnement sale. Changeons quelque chose. Parce que le changement, il est contagieux. Au début, ça peut être dur, ils peuvent subir les chocs. Mais en persévérant, les autres qui critiquent au début vont se joindre à eux. Ils vont se dire, mais finalement, ces gens qui ne font que persévérer, regardez là où c'était ça. Quand même, ça commence à aller. Parce que face à un changement, il faut savoir qu'il y aura toujours des pessimistes. Ils diront, ah non, le changement ne sera pas de notre vivant. Non, non, non. Il faut qu'il y ait quand même un groupe des éclaireurs dans une société qui se disent, écoutez, non, non, nous croyons à certaines valeurs et nous y adhérons. Et nous fonçons. Sinon, nous tous, nous allons sombrer. Il faut qu'il y ait quand même certains qui donnent la lumière. Jésus lui-même, il y avait des pharisiens, des sadducéens, qui disaient que non, 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 celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais aujourd'hui, 20 siècles après, les mêmes messages qui étaient réputés, qui étaient banalisés, mais ils continuent à changer des vies. Alors, au début, un changement est toujours accepté difficilement. Mais il faut qu'il y ait quand même des gens qui ont du caractère, qui ont de l'esprit, qui se disent que non, nous pensons. Des fonceurs. Il faut qu'il y ait des fonceurs. Sinon, nous allons tous se dire, écoutez, abandonnons tout. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des prédicateurs qui foncent malgré qu'il y a toujours des gens qui résistent à la conversion? Il y a toujours, malgré le nombre de péchés, il y a toujours des pasteurs, des prêtres, des sœurs qui s'engagent. C'est dit non, nous faisons quand même quelque chose. Sinon, toutes les congrégations auraient pu fermer. Les prêtres auraient pu dire, écoutez, non, non, on ne prêche plus. Parce que malgré nos prédications, les péchés se racontent. Alors, chers amis jeunes, chers amis auditeurs, chers amis téléspectateurs, nous avons suivi une phrase assez marquante, les changements est contagieux. Donc, si nous commençons quelque chose, c'est mieux d'aller jusqu'au bout, peu importe les obstacles que nous allons rencontrer. Alors, Monsieur Jean-Paul, on arrive à la fin de notre magazine. Les bonnes choses ne durent pas, comme on le dit. De manière globale, qu'est-ce qu'on peut retenir de pourquoi sommes-nous Africains si pauvres? Comment est-ce qu'on peut accueillir les livres? Comment vous voulez qu'on réfléchisse après la lecture de votre livre? On est à la fin, ça sera un mot sur lequel on va se séparer. Merci. Nous sommes pauvres, hein, parce que notre mentalité est tellement pauvre. Et la pauvreté dont je parle dans les livres, c'est une pauvreté multidimensionnelle. Pauvreté spirituelle, pauvreté financière, pauvreté sanitaire, une pauvreté qui a plusieurs dimensions. Nous voulons quitter la pauvreté, nous devons changer de mentalité. Notre regard, notre rapport avec l'argent doit changer si nous voulons quitter notre pauvreté. C'est très important. Changeons la mentalité. C'est le changement de mentalité qui fera que petit à petit, on commence à quitter ces cycles de pauvreté. Pourquoi sommes-nous si pauvres, malgré l'abondance des richesses? Malgré tout ce que Dieu nous a donné, nous continuons toujours à embêter Dieu dans nos prières. Nous sommes là. Non, changement de mentalité. Qu'il y ait un leadership fort dans la gestion de notre pays. Les leaders forts dans la gestion de nos écoles. Les leaders forts dans la gestion des congrégations religieuses. Les leaders forts dans la gestion de nos provinces. Ça changera. Où on dit clairement que nous voulons rompre avec certaines antivaleurs. Ça changera. La Chine est là aujourd'hui, là où elle est. Deuxième puissance au monde, parce qu'il y a eu un leader fort, Mao Zedong, qui a donné une ligne de conduite à suivre. Chacun de nous, là où il est, il peut chasser la pauvreté. Regardez les cadres dans lesquels nous sommes aujourd'hui. C'est un cadre typiquement intellectuel qui nous aide aussi à changer, à quitter la pauvreté. En lisant tout ce qu'il y a comme ouvrage ici, ça va faire quelque chose.
changement des mentalités, qu'on ait des leaders forts, charismatiques, l'Afrique changera. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Paul, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir échangé avec nous sur pourquoi sommes-nous Africains si pauvres. Je vous en prie. Alors, chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, vous avez été nombreux à nous écouter de partout, à nous regarder de partout. Nous disons un grand merci à toute la grande équipe. Il y a 2 mots que j'aimerais partager avec vous, que je viens de retenir de cet échange. Le changement est contagieux et il faudrait à tout prix qu'on change notre mentalité. Vous avez aimé ces magazines, dites merci à toute la grande équipe d'un livre une idée qui s'est battue pour vous produire cette émission. Nous avons été très contents d'être avec vous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre compte YouTube, Un livre, 1000 idées. Abonnez-vous, partagez massivement les liens de notre vidéo et nous serons très heureux de pouvoir partager avec vous de nouvelles émissions. D'ici et là, prenez soin de vous et au revoir. Au revoir. Je te dirai ce que tu deviens.